Personnellement, je porte des fortes convictions écologiques et qu'au domaine de la solitude, on travaille sur ça depuis que j'ai commencé à travailler en 2008. Et je pense que maintenant qu'on arrive, nous, à avoir un petit peu des résultats chez nous, j'ai envie de partager notre expérience. Et je pense qu'un changement peut se faire qu'au niveau global, c'est-à-dire en partageant avec les autres. Tout seul dans mon coin, j'avance, mais si les autres n'avancent pas, ça ne sert à rien, on peut dire. Donc voilà, et on a la chance d'avoir une taille suffisante pour participer à ce genre d'événement et de contribuer un petit peu au changement du monde, j'espère. Voilà. Je vais vous parler d'insectes et de leur conservation, qui peut être aussi au service du système viticole. Donc je suis Serge Gadoum de l'OPI, qui est l'Office pour les insectes et leur environnement, une association qui a largement dépassé le demi-siècle. Il y a l'adresse internet, donc je vous laisse aller sur le site plus tard pour voir ce qu'on fait, éviter de perdre du temps. Donc avec 3 grandes thématiques: sensibiliser, étudier et protéger les insectes. Insectes et viticulture, le contexte global, il y aura des choses qui ont déjà été évoquées. Une chose qui n'a pas été dite, c'est que les insectes assurent des fonctions primordiales, ce qu'on appelle les services écosystémiques, ça a été un petit peu évoqué. Herbivorie, des insectes qui vont consommer des plantes. Vous en connaissez certains dont vous aimeriez vous passer. Tordeuses et cochenilles. La prédation, donc ça c'est classiquement connu. Donc prédation par des insectes sur d'autres insectes ou d'autres créatures vivantes, mais aussi les insectes sont des proies d'oiseaux, de mammifères, chauves-souris, oiseaux insectivores. Tout ce qui est parasitisme direct, illustré avec un pouls. Un temps, ce sont aussi des vecteurs, des insectes de parasites. La compétition entre espèces et entre populations au sein d'espèces. Et, chose qui a déjà été évoquée aussi, très importante, tout ce qui est décomposition, dont je ne vais pas beaucoup parler, parce que donc, dans les agroécosystèmes, quand on a du bétail, il restitue au sol, mais ce qui est restitué directement ne va pas directement dans le sol. Il faut qu'il y ait des petits ingénieurs écologiques, avant même qu'il y ait aussi des champignons, qui sont des insectes décomposeurs. Oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que je travaille moi surtout sur les insectes pollinisateurs. Donc, ça va être un peu orienté insectes pollinisateurs. Et la pollinisation, qui est un service écosystémique majeur. Donc si, dans nos paysages, on a cette diversité floristique à la fois en termes de couleurs, de forme, de taille, de symétrie, vous avez des symétries radiales en forme de roue, des plantes zygomorphes, symétrie bilatérale. Si vous avez des plantes qui produisent du nectar plutôt le jour, d'autres plutôt la nuit, ça, là, les couleurs, c'est parce qu'au crépuscule et au clair de lune, c'est bien visible pour un papillon de nuit qui vient polliniser cette orchidée. C'est parce que les plantes et les insectes ont coévolué par la pollinisation. En Europe, 80% des espèces de fleurs sauvages dépendent pour tout ou partie de leur reproduction de la pollinisation par les insectes. Ailleurs dans le monde, il y a d'autres pollinisateurs. Si on reste en France, mais sous d'autres latitudes, si vous allez à Mayotte, Martinique, on a des chauves-souris, on a des oiseaux-mouches, des suimangas à Mayotte. Mais en Europe, uniquement les insectes. Et c'est 35% de notre alimentation qui provient d'aliments qui proviennent de la pollinisation par les insectes. Notre source majeure de vitamine C naturelle, c'est les agrumes. Les agrumes sont tous pollinisés par des insectes. Alors, le lien avec la viticulture, on pourrait se dire, seulement 3% des surfaces agricoles françaises, c'est pas un enjeu très très important a priori. Sauf quand même que, même si c'est 3%, c'est bien concentré, donc on a des territoires qui sont vraiment façonnés par la viticulture. D'autre part, on a aussi bien la biodiversité que vos exploitations, vos pratiques, sont aussi remises en question par moi ce que j'appelle le dérèglement climatique. J'aime pas le terme changement parce que changement, il y en a eu de tout temps, c'est normal.
mais c'est graduel. Là, ce point-là, c'est vraiment des règlements, donc ça implique bien que c'est le bipède pensant qui est à l'origine de ce qui se passe aujourd'hui. Donc je passe rapidement puisque les effets ont déjà été évoqués. La vigne est essentiellement autopollinisée, donc on pourrait se dire aussi peu d'intérêt pour les insectes, en particulier pour l'abeille domestique, mais il y a des cas qui ont été reportés de ruches qui avaient récolté pas mal de pollen sur la vigne. Et donc, a priori, pour les abeilles sauvages, encore moins. Ceci dit, si on ne raisonne pas seulement en termes de plantes, mais de vignobles, les vignobles sont connus pour aussi être, dans certains cas, pour les abeilles et les autres pollinisateurs, des lieux où elles peuvent prospérer en abondance et avec une richesse spécifique importante. Alors j'ai mis spécifique en gras, parce que je l'entends au sens écologique, c'est-à-dire richesse en espèces. Parce que le vocabulaire, parfois, entre spécialité, sous un même mot ou un même adjectif, on ne met pas la même chose. Donc quand je vais parler de richesse spécifique par la suite, retenez bien que c'est le nombre d'espèces. Qui sont les insectes pollinisateurs? Il y en a quand même qui n'avaient pas levé la main plusieurs fois tout à l'heure. Donc les coléoptères, quelques cas d'insectes qui jouent un rôle important en France métropolitaine, mais globalement, ils sont pas. Enfin, la cuticule, donc le squelette externe, est assez lisse, même si c'est bosselé, ça retient pas beaucoup le pollen, donc ils jouent un rôle souvent majeur et ils viennent surtout pour boulotter les inflorescences. Mais sous d'autres latitudes, ils peuvent jouer un rôle essentiel. Les lépidoptères, les papillons, donc ils viennent pour chercher du nectar. Et qui peuvent avoir accès à des fleurs à corolle profonde, enfin en tout cas à nectar profond. Donc à la louche 300, enfin un peu moins de 300 espèces en France pour les papillons de jour, et pas oublier tout ce qui est papillons de nuit, où là c'est quelques milliers d'espèces. Et j'ai évoqué tout à l'heure une orchidée pollinisée la nuit, mais vous avez aussi les silènes, je ne sais pas si ça parle à certains, qui sont aussi des plantes visitées par des papillons nocturnes notamment. Donc aussi tout un pan très mal connu et certainement sous-évalué de la pollinisation du monde végétal au cours de la nuit. Donc les diptères, tout ce qui est mouches et moustiques. Les moustiques, on oublie un peu, mais après il y a tellement de choses encore à prendre qu'on pourrait revenir dessus. Tout ce qui est mouches, donc quelques familles qui sont bien connues, les bombiles, donc là sur l'orchidée. Certaines espèces ont une trompe très longue, donc qui leur permet d'accéder au nectar. Vous avez les ampidides, une famille de mouches qui est présente partout en plaine et jusqu'en haute altitude. Et en haute altitude, il a été démontré que ce sont les pollinisateurs essentiels pour les espèces végétales qui, en milieu alpin, sont les premières à fleurir. Parce qu'à ce moment-là, les bourdons ne sont pas encore sortis d'hibernation et s'il n'y avait pas les ampidides, la pollinisation de certaines plantes alpines ne serait pas aussi bonne. Les cirques, dans le monde agricole en général, on connaît, avec le cirque ceinturé, l'auxiliaire par excellence de l'agriculteur, puisque sa larve se nourrit de plusieurs centaines de pucerons au cours de son développement, et que c'est une espèce qui peut produire jusqu'à 10 générations la même année, en France. Évidemment, plus on monte dans le nord, moins on a de générations. Les cirques qui ont des habitudes alimentaires particulières pour les larves. Les adultes sont floricoles, ils viennent chercher soit du nectar, soit du pollen, soit les deux. Par contre, les larves sont soit phytophages, se nourrissent de végétaux, ça peut être des mineuses, de feuilles, mais ça peut attaquer aussi les racines. Il y a une espèce notamment qui est très très redoutée des producteurs de plantes à bulbes. Vous avez des espèces mycophages qui se nourrissent dans les parties aériennes des champignons, pas tout ce qui se trouve dans le sol. Ce qu'on appelle oreilles d'ours sur les arbres, donc sont souvent colonisés par des larves de cirques. Des saprophages, tout ce qui est matière en décomposition, depuis la matière en décomposition au bord d'une mare, là où c'est humide en permanence, jusqu'à la fosse à purin. Mais aussi jusqu'aux cavités dans les arbres
morts sur pied ou vieillissants. Au fond des cavités, vous avez un terreau qui se forme, plus ou moins humide. Donc vous avez des larves qui sont spécialisées dans ces micro-habitats-là, voire même des larves qui se développent uniquement sur les suintements de sève entre le décollement de l'écorce. Et des larves zoophages qui se nourrissent essentiellement sur des aphidiens, donc des pucerons, cochenilles. Voilà, donc je vais vous présenter ce qu'on appelle des traits de vie chez les espèces. Donc pour vous montrer que selon les espèces, même si elles appartiennent au même groupe, les traits de vie peuvent être très différents. Et donc il faut prendre tout ça en compte quand on veut ou qu'on prétend favoriser la diversité des insectes. Quelques photos pour illustrer la diversité, parce que si je vous parle juste d'insectes sans illustrer. Donc ça, ça fait un petit centimètre. Vous avez des choses qui sont des mimes d'abeilles, donc là de bourdons, des mimes d'abeilles domestiques, un iristal. Et puis chez les cirques aussi des mouches toutes noirâtres ou marronasses classiques. Voilà, des choses qui ressemblent à nouveau à des hyménoptères abeilles ou guêpes. Voilà. Autre grand groupe important d'insectes pollinisateurs, les hyménoptères. Hyménoptères, ça regroupe tout ce qu'on appelle guêpes, qui est un mot fourre-tout en français, les fourmis et les abeilles. Les fourmis, on va les oublier rapidement. Rôle inexistant en pollinisation chez nous. Par contre, rôle très important dans la dissémination de graines de beaucoup d'espèces végétales. Les guêpes, groupe très large, où on regroupe des choses qui seraient aussi différentes qu'un éléphant et un poisson. Je caricature à peine. Donc je vais juste vous parler très brièvement des deux guêpes que vous connaissez bien, la guêpe commune et puis la guêpe germanique, celles qui viennent vous chipper de la confiture ou un bout de steak quand vous êtes en terrasse l'été qui fait beau. Ces deux guêpes, alors dans une région d'Angleterre où l'abeille du lierre n'était pas présente, donc on a étudié qui étaient les pollinisateurs efficaces du lierre. Donc il y avait aussi le frelon qui venaient visiter l'inflorescence pour chercher du nectar. Donc les guêpes ne viennent pas chercher de pollen, puisqu'elles nourrissent leurs larves de proie animale, mais viennent chercher du nectar. Et en fait, ce sont la guêpe germanique et la guêpe commune qui sont responsables de la bonne pollinisation du lierre, parce que leur pilosité ventrale vient en contact avec les organes sexuels de la fleur. Alors que le frelon européen, lui qui est plus haut sur pattes, pour autant bien velu aussi, sa pilosité ne vient pas frotter contre les fleurs. Voilà. Donc les guêpes, voilà, là c'était un cas qui est bien documenté, il y a certainement d'autres cas aussi où elles interviennent, c'est beaucoup moins étudié, beaucoup moins connu. Et même chez les abeilles, sur lesquelles dont je vais parler maintenant, il y a encore beaucoup de choses qui restent à apprendre. Donc les abeilles sauvages, oui, puisque je ne vais pas parler de l'abeille domestique, enfin, ce sera évoqué très brièvement, parce que c'est comme si je vous parlais de chèvres pour parler de protection du chamois, voilà, ou de poules quand on parle de protection des oiseaux sauvages, même s'il y a des enjeux aussi au niveau apiculture qui méritent qu'on s'y arrête. Donc, je vous illustre un peu la diversité. Donc, vous avez des espèces très petites. La plus petite espèce en France, c'est 3 mm. Pour les botanistes, c'est sur de l'éryngium. Donc, ça vous donne l'échelle. La plus grande, on le verra après. Là, pour illustrer aussi la diversité de fleurs visitées, parmi ces abeilles, on a des abeilles qui sont spécialisées sur certaines espèces végétales, souvent la famille, mais ça peut être le genre, voire quelques espèces végétales seulement. Donc en haut à gauche, dans la campanule, vous avez une andrène qui est spécialisée sur les campanules. Après, vous avez, bon, c'est un mâle, mais c'est une espèce au milieu, en haut, les dasypodes, une espèce là qui est spécialisée sur les astéracées. L'abeille du lierre, en haut à droite, qui est spécialisée sur le lierre. Et puis vous avez des espèces qui sont généralistes, qui vont aller visiter ce qui s'offre à elles
en fonction aussi de leur pièce buccale, parce que vous avez des abeilles à langue longue et des abeilles à langue courte. Donc voilà, des choses qui, pour vous, évoquent tout de suite une abeille, je pense, comme l'abeille du lierre, et puis des choses qui ressemblent plus à des guêpes dans votre imaginaire, je pense. Parmi ces espèces-là, 70% nidifient dans le sol. Le reste, ça va nidifier, pour quelques espèces, dans des coquilles d'escargots, dans des tiges creuses de végétaux, dans des tiges à moelle de végétaux, dans des anfractuosités naturelles ou artificielles, dans des cavités creusées par d'autres insectes dans le bois. Vous avez aussi des abeilles coucou, vous connaissez le coucou, l'oiseau. Donc les abeilles coucou, donc là vous avez une femelle. Et sur les pattes arrière, c'est un peu velu, mais il n'y a pas de brosse de récolte du pollen comme chez les autres espèces. Parce qu'en fait, la femelle traîne autour des nids d'une espèce hôte, et puis vient inspecter régulièrement pendant l'absence de la propriétaire où en est l'avancement du nid. Et au moment opportun, elle vient pondre. Donc quand la cellule a été approvisionnée en pâté pollinique, on ne parle pas de miel pour les abeilles sauvages, donc il y a les réserves de pâté pollinique, que la femelle hôte va bientôt pondre et fermer la cellule. Donc le coucou rentre, pond, la femelle hôte revient, va pondre, fermer la cellule, et le cas général, c'est que l'œuf du coucou donne une première larve plus rapidement que l'œuf de l'hôte, va consommer les provisions, et quand bien même ensuite l'œuf de l'hôte donne une larve qui arrive à se développer un peu, chez beaucoup de coucous, la larve est aussi équipée de pointes ou de parties tranchantes qui lui permettent de tuer la concurrente et éventuellement aussi de la manger. Rien n'est perdu dans la nature, hein, rien ne se perd, tout ce qui est... c'est Lavoisier, je me rappelle bien. Voilà, donc si vous choisissez de devenir une abeille, si vous pensez à la réincarnation, choisissez bien quelle espèce vous voulez être. Le genre Lycurgus, juste pour illustrer qu'il y a des abeilles qui sont liées au bois mort, donc il va utiliser des cavités qu'elles ne vont pas creuser elles-mêmes, mais qu'elles vont finir d'aménager grâce à leur mandibule, mais il faut qu'il y ait des coléoptères qui attaquent le bois, suite aussi avec une propagation de champignons pour avoir un peu ramolli tout ça. Et pour signaler aussi que les abeilles ne récoltent pas toutes le pollen qu'elles butinent sur les pattes arrière. Chez la famille des Megachilidae, là, la brosse, elle est ventrale. Nos plus grosses abeilles, avec le bourdon terrestre, l'exylocopte, que vous connaissez certainement, ces grosses abeilles qui ressemblent à des bourdons, tout noirs avec des reflets violacés, 3 cm et demi, comme le frelon européen, pas plus. Et encore une abeille coucou, le genre Nomada, qui est très, très nombreux. Oui, pour dire aussi que chez les coucous, vous avez des espèces spécialisées sur une seule espèce hôte, et des espèces qui ont un panel plus large. Une dizaine ou une douzaine d'espèces hôtes. Le bourdon terrestre, donc nos plus grands bourdons aussi, les bourdons sont des abeilles sauvages. Pas confondre avec le faux bourdon, qui est le nom que l'apiculteur donne au mâle de l'abeille domestique. Donc oui, ça c'est pour donc une abeille. Les abeilles sont des butineuses depuis un point central, c'est-à-dire qu'elles ont un rayon d'action, et si les ressources dont elles ont besoin pour se maintenir en termes de population ne sont pas disponibles dans ce rayon d'action-là, la population ne pourra pas se maintenir. Donc toutes les fleurs butinables par ce bourdon doivent être dans un certain rayon, celles qui sont en dehors ne sont pas accessibles. Ça ne veut pas dire que potentiellement elle ne peut pas quand même sortir de ce rayon, mais si elle sort de ce rayon, ça dépend de ce budget énergétique et de sa reproduction. Donc, dans ce rayon d'action, il faut qu'elle trouve les ressources florales. Donc, pour les bourdons, étalés sur plusieurs mois. Pour les espèces spécialisées, il faut qu'elle trouve les espèces spécialisées, enfin les espèces végétales qu'elle butine. Il faut qu'elle trouve les sites de nidification. Donc celles qui nidifient dans le sol, je vous dis 70%, mais il y en a qui vont chercher des sols sableux, mais vraiment quand on creuse ensuite, ça s'éboule. D'autres des sols plus compacts. Elles ont des préférences.
plus ou moins marqués aussi, et des matériaux de nidification. Pour séparer chaque cellule dans une tige creuse, par exemple, selon les espèces, elles vont chercher des petits cailloux, de la résine, de la bourre, des poils végétaux pour en faire de la bourre cotonneuse. Si ces trois éléments-là ne sont pas dans le rayon d'action, la population à terme n'est pas viable. Pour les espèces qui nidifient dans le sol, importance des talus. Donc contrairement à ce que disait Alain tout à l'heure, il faut aussi laisser de l'érosion à certains endroits tant que ça reste limité. Si vous limitez si vous couvrez tout le sol partout, vous ne permettez pas à 70% des espèces d'abeilles de nidifier. Donc, je ne sais pas si vous repérez. Donc, ce sont des entrées. Donc, on parle de bourgade. Et donc, ça peut être des sols horizontaux et des talus plus ou moins verticaux en fonction des espèces. Donc là, si vous êtes un bourdon, que vous devez survivre là-dedans, avec le rayon d'action, ou une abeille domestique, c'est pareil. Potentiellement, vous pouvez faire 2-3 km, voire plus. Sauf que ce que vous allez ramener ensuite au nid va être ridicule par rapport à la distance parcourue. Et donc, vous dépensez énormément d'énergie pour en ramener très peu. Pour les petites espèces d'abeilles, le rayon d'action, là, c'est 100 à 300 mètres autour du nid. C'est très petit. Et même pour les grandes, c'est 400 à 800 mètres. Donc quand vous dites l'abeille domestique ou les grands bourdons peuvent faire 2-3 km, oui, mais oui, si votre bestiole doit faire 3 ou 4 fois la distance idéale, c'est forcément au détriment de ce qu'en écologie on appelle son fitness et de sa reproduction. Quelques mots sur les réseaux d'interaction. 2 années de suite en Allemagne. Donc à chaque fois, à gauche, vous avez les plantes, à droite, vous avez les abeilles. Donc c'est juste là les abeilles qui ont été regardées. Et donc c'est les relations de butinage qui ont été observées. Et vous remarquez que c'est asymétrique. Et ça, c'est vraiment une caractéristique des réseaux d'interaction de pollinisation. C'est-à-dire que vous avez des espèces de plantes qui vont être butinées par beaucoup d'abeilles, et des abeilles qui vont aller butiner beaucoup de plantes, mais vous avez aussi des abeilles qui vont aller butiner quelques plantes seulement, et des plantes qui vont être butinées uniquement par quelques abeilles. Donc on n'a pas quelque chose de symétrique. Et de cela découle plein de choses. Donc si on regarde en termes de système de pollinisation, comment ça fonctionne, on a donc 2 parties interactives, plantes-insectes, je vous apprends rien. On regarde la richesse spécifique, combien j'ai d'espèces de plantes, combien j'ai d'espèces d'insectes. On regarde la diversité fonctionnelle. Est-ce que j'ai des mouches, des abeilles, des papillons, ou seulement l'un des 3 groupes? Parmi mes abeilles, est-ce que j'ai des abeilles à langue longue, à langue courte? Est-ce que j'ai des petites abeilles, des grandes abeilles? Parce que tout ça va déterminer aussi quel type de fleurs peuvent être visitées. Est-ce que j'ai des fleurs jaunes, des fleurs bleues, grandes, petites, etc. Et la taille et la structure des populations. Est-ce que ma population d'une abeille, est-ce qu'elle est être importante ou est-ce que c'est une faible densité? Pour une plante, est-ce que elle est très abondante? Et quand je parle taille et structure des populations, c'est dans l'espace, mais aussi dans le temps. Est-ce que mon espèce végétale fleurit sur un très court laps de temps ou est-ce que c'est sur plusieurs semaines? Pareil, mes espèces animales, est-ce qu'elles sont présentes juste quelques semaines comme la plupart des abeilles sauvages ou comme les bourdons, au contraire, est-ce que c'est présent pendant plusieurs mois? Donc si on regarde en quantité, en qualité, ce qui se passe, donc c'est juste une façon de visualiser. On regarde le nombre d'espèces au niveau des plantes et des insectes, la diversité fonctionnelle sur les 2 groupes, la taille des populations et la structure des populations. Donc si je fais disparaître mon andrène qui est spécialisé sur les campanules dont je vous ai parlé tout à l'heure, est-ce que c'est une catastrophe pour les campanules et pour le système de pollinisation? En fait, c'est contre-intuitif parce que la réponse va être non. Parce que cet andrène, il y a d'autres abeilles, d'une part, qui sont aussi spécialisées sur les campanules, même si on fait disparaître les abeilles spécialisées sur les campanules sont pollinisées de façon efficace par des bourdons. Donc c'est les bourdons qui jouent le rôle principal. Donc si on fait disparaître l'andrène et puis les 2 ou 3 chélostomes qui sont spécialisés dessus, le système se maintient quand même avec ça. Par contre, si on fait disparaître une espèce de bourdon, là, la cascade d'enchaînement n'est plus du tout la même.
Donc je ne rentre pas dans les détails. Très rapidement, donc ça, avant de parler de ça. Donc à gauche, vous avez une façon de représenter un réseau d'interaction avec cette fois-ci les insectes à gauche et les plantes à droite. Et ce même réseau est représenté sous forme d'une matrice ici. Donc on peut mettre les insectes en ligne et les plantes en colonne, ou on peut inverser comme on veut. Donc c'est simplement retenez là la matrice, comme je reviens voilà, dessus. Si on renseigne sous forme de matrice les relations, ensuite le tableau, pour ceux qui sont versés un peu dans la phytosociaux, c'est le même principe, on peut l'organiser de façon à faire ressortir une structuration. Et en général, les réseaux de pollinisation ont une structure qu'on appelle emboîtée, c'est-à-dire que les espèces animales qui ont le plus de relations avec les plantes se retrouvent avec les plantes qui ont le plus de relations avec les espèces animales en haut à gauche. Et plus on va vers les extrémités, plus on a des espèces qui ont des relations peu nombreuses avec l'autre groupe. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les systèmes de pollinisation. En général, simple, et quand on prend des choses à plus large échelle, on a une structuration qui va être un peu différente. Donc on parle de structure emboîtée, là, ou un briquet, et là, on parle de modules, de modularité. Donc là, comme c'est un exemple concret avec des relevés qui avaient été faits, peut-être pas suffisants pour avoir une validité statistique bien fondée. Donc on voit qu'on a un petit module, et puis un grand module, et le module avec juste une espèce, là en haut, on peut l'oublier. Et donc quand on regarde les systèmes à l'échelle un peu plus large, on a ce fonctionnement module avec des espèces comme l'andrène de la campanule dont je vous ai parlé, qui joue un rôle accessoire, entre guillemets, et puis des espèces qui vont jouer un rôle très important, un rôle central, notamment chez les plantes, qu'on va retrouver à la jonction de deux ou trois modules différents. Et donc c'est ce fonctionnement-là qui explique la stabilité des systèmes dans lesquels les généralistes sont très importants. Ça aussi, c'est contre-intuitif. On pense les espèces spécialisées, en fait, ce sont souvent les premières à disparaître, mais ce ne sont pas les plus essentielles au maintien du service. Et ces généralistes, notamment les bourdons, sont affectés par la flore. Donc, dès que vous intervenez sur la flore négativement, ça se répercute très rapidement sur les insectes. Voilà. Et du coup, quand on a des effondrements de population, ça fonctionne par seuil. C'est-à-dire que tout se maintient, on fait disparaître quelques espèces, on touche à quelques espèces clés, ça s'effondre, nouvel équilibre dynamique, jusqu'à, on n'espère pas, mais bon, prochain effondrement si on fait encore disparaître des espèces. Abeilles, pollinisateurs et vignes, que nous apprend la littérature scientifique? Pas grand-chose de plus que ce que les collègues ont déjà dit avant. Ce qui ressort, c'est que les stratégies qui sont en faveur des pollinisateurs, ça améliore la biodiversité globale et les services connexes, la lutte bio, la protection du sol, l'eau, etc. Donc ça a été déjà vu. Si vous réduisez l'hétérogénéité paysagère du vignoble, vous réduisez le nombre d'espèces d'abeilles et de pollinisateurs. Et moi, quand je parle d'hétérogénéité paysagère, je devrais dire éco-paysagère, c'est-à-dire que vraiment c'est prendre le paysage dans son fonctionnement écologique, pas simplement juste l'aspect. La viticulture bio seule est insuffisante pour vraiment aider les insectes, parce qu'il y a des désavantages, enfin, avec le cuivre notamment. Enfin, donc, le bio c'est bien, mais agriculture biologique n'est pas synonyme d'agriculture écologique. Donc tout le monde a des progrès à faire. Plus vous avez du travail du sol, moins vous avez d'abeilles sauvages en termes d'abondance. Le couvert végétal le plus favorable aux pollinisateurs et aux acariens prédateurs, c'est le couvert végétal spontané et rudéral. Donc c'est pas forcément intéressant de ramener et semer des choses. C'est bien aussi de laisser s'exprimer ce qu'il y a. Si ça ne s'exprime pas bien pour une raison X ou Y, de comprendre pourquoi et peut-être d'aider avec un semis. Mais ça ne doit pas être la solution à laquelle on a recours tout de suite.
Dès qu'on augmente les ressources florales, dès qu'on diminue la fréquence de gestion de la végétation, vous augmentez la diversité et l'abondance des abeilles sauvages, et globalement aussi des autres insectes pollinisateurs. Les infrastructures écologiques à forte diversité structurelle sont de très bons réservoirs de prédateurs. Qu'est-ce que j'entends à forte diversité structurelle? C'est ce type de haie, c'est-à-dire que c'est pas une haie qui fait juste 1 mètre de large, mais qui peut prendre un peu de la place, qui n'est pas bien rectiligne, mais ça fait un peu c'est ourlicier, parce que là, vous maximisez la surface, ce qu'on appelle d'écotone, d'échange entre milieux, et on sait que c'est là que le maximum de biodiversité va se nicher, quels que soient les milieux que vous mettez en contact. Tout ce qui est friche, haies, prairies naturelles, les arbres isolés, notamment les fruitiers, on était parlé des rosacées, qui fleurissent tôt en saison, très important pour beaucoup d'abeilles qui sont précoces. Prairies naturelles, c'est des prairies qui n'ont pas été retournées depuis au moins un siècle. Pour reconstituer un vrai sol de prairie naturelle, c'est minimum 50 ans. Donc aujourd'hui, il y a un très très gros enjeu sur les prairies qui mériteraient d'être sanctuarisées. Tout ce qui est pierrier et murs de pierre, tout ce qui est talus de terre, de l'euse, argile, donc même en quasi-forestier, comme illustré en bas, avec un talus, il y a une partie de l'année où c'est trop ombragé, donc c'est plus utilisé par les abeilles, mais en début de printemps, c'est utilisé par de nombreuses espèces. Tout ce qui est mûr, là il y a un enjeu important au niveau des exploitations viticoles, parce que parfois les murs sont recouverts de ciment. D'une part, il y a le coût écologique du ciment, et puis vous avez toutes ces anfractuosités qui sont plus utilisables par toute une petite florule et par des abeilles et d'autres insectes qui peuvent utiliser ces milieux. Des solutions clés en main. Je vais vous décevoir. Donc c'est plutôt moi des idées pour imaginer vos solutions, parce que moi j'ai pas toutes les réponses, je suis pas viticulteur. Mais j'ai quelques éléments de réflexion à vous apporter. Pour ce qui est des tordeuses et des cochenilles qui vous posent problème, ça c'est un bon exemple pour montrer qu'il faut raisonner à 3 échelles spatiales. Parce que contre les cochenilles, la lutte, elle doit s'imaginer l'échelle du territoire. Parce que les cochenilles vont se développer aussi en verger. Donc si vous avez des vergers dans le territoire, si vous intervenez, vous êtes seul à intervenir, vos efforts vont pas être récompensés si les propriétaires de vergers n'interviennent pas non plus. Sur le démise de la vigne, il était démontré que l'efficacité de la confusion sexuelle dépend du territoire, donc ça marche plus ou moins bien en fonction de l'occupation du sol environnante. Sur démis, si vous utilisez les bacilles, attention, le bacille de Thuringe, il n'est pas du tout sélectif, c'est-à-dire que vous flinguez ceux qui vous proposent des problèmes et vous flinguez tout le reste aussi, y compris ceux qui pourraient vous aider à contrôler ceux qui peuvent vous poser des problèmes. Et là, pareil, souvent le traitement, ce que vous faites à la parcelle a un impact sur le territoire. Donc il y a 3 échelles à intégrer et qui ont déjà été évoquées. La parcelle, l'exploitation et le territoire. Il faut vraiment prendre de la hauteur pour avoir des actions efficaces. Mais j'avais noté qu'il y a des synergies avec la stratégie de la filière viticole face au dérèglement climatique par rapport aux insectes, ce que je vous ai présenté. Donc ça, c'était vu avant aussi. Donc dans les principales mesures, avec évidemment éviter tout ce qui est pesticides, il y a favoriser le couvert végétal et la flore indigène, parce que c'est aussi intéressant pour les sols, pour la biodiversité, pour le contrôle des nuisibles. Favoriser le couvert végétal, donc on peut imaginer des choses, ce que je vous ai dit, c'est bien de laisser aussi des zones de sol nues ou soumises à l'érosion. Est-ce que ça peut être intéressant en certains cas d'enherber uniquement un rang sur 2, une parcelle sur 2, raisonner en termes de territoire, peut-être tourner dans certains cas. Donc, recréer l'hétérogénéité du paysage. Revenir sur des petites parcelles, c'était aussi évoqué. Ça me semble c'est vraiment une piste très importante. Réorganiser le parcellaire.
Les haies, aussi les modes de gestion des haies, je vois que j'ai dépassé le temps, mais très rapidement. En Allemagne du Nord, et je pense que nos paysans faisaient la même chose, c'est juste qu'on a oublié. En Allemagne du Nord, les haies sont gérées, en fait, par module. C'est-à-dire que si vous demandez aujourd'hui à l'agriculteur de maintenir sa haie dans un certain état, c'est infernal. C'est comme si vous demandez, vous demandez à un ouvrier d'aller tailler la haie. Vous lui dites, il faut me laisser ça comme ça. Vous revenez une fois qu'il a terminé. D'une part, c'est pas exactement ce que vous vouliez. Et lui, en plus, il n'est pas satisfait parce qu'il voit bien que vous n'êtes pas satisfait. Donc, tout le monde est perdant. Et la biodiversité aussi. Par contre, si on raisonne en termes de modules, de 5 mètres, 10 mètres, voire 50 mètres, ça dépend des territoires, bah, on se dit, là, cette année, il y a un module, je rabats à 20 cm. Alors évidemment, j'épargne les arbres de Auget qui peuvent être intéressants. L'année prochaine, ce sera un autre module, et on adapte en intervenant sur les modules, entre 7 et 15 ans, mais ça c'est à la louche, hein, en fonction du territoire, et du coup, vous avez cette hétérogénéité que vous recréez avec une façon simple de gérer la haie. C'est-à-dire que quand vous demandez à quelqu'un, tu me rabats tout là à 20 cm, bah, vous êtes sûr qu'il va faire ça. Enfin, pour faire autrement, c'est difficile. Et du coup, c'est simple. Et que ce soit les oiseaux, les insectes, tout le monde y trouve son compte puisque vous recréez de l'hétérogénéité. Importance de tout ce qui est éléments boisés, Alain en a parlé. Tout ce qui est fossé pour l'eau, mais les fossés, quand ils ne sont pas en eau à certains moments de l'année, vous avez aussi des parties qui sont dénudées. Site de nidification potentiel pour des abeilles. Tout ce qui est interculture. Éléments boisés, c'était des réflexions, mais qui ont été aussi évoquées. L'amandier et l'amande, c'est un fruit pour lequel il y a une très forte demande, où on importe des amandes, d'ailleurs dans le monde produites de façon vraiment pas écologique. Moi j'ai de la famille dans le Var. Quand j'étais gamin, on allait moi, j'y allais pendant les grandes vacances, mais on allait chercher les amandes, il y en avait partout, quoi. Aujourd'hui, il n'y en a quasiment plus. Donc, il y a certainement des pistes aussi de ressources complémentaires favorables à la biodiversité. Tout ce qui est bois mort, important sur pied pour les abeilles. Une chandelle, même de 6, 7, 8 mètres de haut, à partir du moment où on a étêté, c'est pas dangereux pour les passants. Et c'est super intéressant pendant 10, 20 ans pour toute une faune, notamment d'auxiliaires de culture. En termes territoriaux, pensez à des synergies avec des partenaires avec lesquels peut-être vous n'avez pas l'habitude de travailler. L'ONF, le CRPF pour tout ce qui est éléments boisés. CRPF, ils ont, j'ai oublié de la mettre, ils ont sorti une plaquette pollinisateur et gestion forestière. Tout ce qui est dépendance des réseaux d'énergie comme RTE par exemple. Tout ce qui est espaces communaux. Voilà, donc j'ai pas de recette miracle. Mais par contre, ce que je pense, et ce qui a été vu aujourd'hui, vous avez de quoi imaginer et expérimenter. Donc, il ne faut pas hésiter. Je terminerai juste sur un petit mot aussi sur ce qui manque comme acteur dans les synergies à mettre en place. C'est vraiment la société civile. C'est-à-dire que entrer en contact aussi avec les associations environnementalistes, même si c'est pas toujours facile avec certaines, mais vous raisonnez sur des pas de temps de plusieurs décennies, comme le font les forestiers, alors que les autres agriculteurs raisonnent sur des pas de temps beaucoup plus courts, ce qui a été évoqué aussi. Et aujourd'hui, malheureusement, nos élus raisonnent aussi sur des temps très courts, de quelques années seulement. Donc il faut passer par le citoyen lambda, qui lui ensuite va, au fur et à mesure, peut-être élire des gens qui vont prendre un peu plus en compte vos attentes aussi et votre façon de vous projeter sur plusieurs décennies et pas simplement à la prochaine élection qui se présente. Voilà, merci de votre attention.